Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle d'OpenAI qui fait face à toujours plus de concurrence. Sam Altman lance GPT-5.2 une semaine après son code red pour contrer Gemini 3, Anthropic sur la partie entreprise et DeepSeek côté OpenWeight. On analyse avec Seb Coinon la guerre mondiale des intelligences artificielles. Puis Disney investit 1 milliard dans OpenAI et vend Mickey au diable. Bob Iger, son CEO, attaque Google mercredi pour violation de copyright et investit dans OpenAI le lendemain. On posera la question à Fanny Bouton, pourquoi Disney a choisi OpenAI pour permettre à ses fans de générer ses contenus. Et puis enfin, les procès pour suicide assisté par IA se succèdent. Un ado sur 8 utilise ChatGPT comme confident et les acteurs priorisent des contenus de plus en plus limites pour accélérer l'engagement. On demandera à Valran Moulet-Berthaud et Anne-Sophie Serré, responsable chez Everyone AI, comment protéger nos enfants face à l'inévitable. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de San Francisco. Désolé d'appuyer sur pause, mais si tu kiffes cet épisode, aide-moi en t'abonnant et en likant cette vidéo. C'est ce qui me permet de continuer à produire ce contenu en toute liberté. Alors on continue, mais tu likes et tu t'abonnes. Sam Altman a lancé le code red une semaine avant GPT-5.2. Mais cette fois, c'est pas juste un coup marketing. On en a parlé la semaine dernière dans Silicon Carnet. Et cette semaine, c'est au tour de Fidji Simo, ancienne CEO d'Instacart, fraîchement nommé CEO des applications chez OpenAI. C'est quoi? Il y a 2 CEO maintenant chez OpenAI. En fait, c'est ça. Il y a Fidji et puis Sam Altman. Ça doit être DG président, à mon avis. Chairman, CEO. Soi-disant CEO des applications chez OpenAI. J'ai vérifié 2 fois. Elle est CEO. Ouais, c'est son titre, ouais, c'est chelou. Ouais. Elle est numéro 2 officiellement, quoi. Et numéro 2, voilà, c'est ça. Bon, elle est française. Qu'est-ce qu'il est, en vrai? On a quand même une française qui est numéro 2 d'OpenAI, hein. On se rend pas compte, mais c'est cool, hein. Et puis c'est une fille géniale, Fidji. Moi, je la connais perso et c'est vraiment une fille bien qui maîtrise bien ce type d'organisation. Elle a fait ses armes notamment chez Meta avant et elle a su bien naviguer l'organisation et je pense qu'elle est tout à fait à même de gérer ce sujet chez OpenAI. Mais en tout cas, elle monte au créneau et elle nous vante GPT 5.2. Elle nous dit que c'est le modèle le plus avancé pour le travail pro et que ça va déverrouiller tout un tas de valeurs économiques. Alors, c'est vrai que moi, j'ai regardé, c'est une avancée, mais bon, on n'est pas non plus sur le grand écart que tout le monde attendait. Mais ce qui est assez impressionnant, Valran, c'est la rapidité de réaction. C'est-à-dire code red, une semaine plus tard, 5.2. Bon, alors, je pense pas qu'ils ont développé 5.2 en une semaine, mais bon, c'est assez impressionnant. Est-ce que tu connais la thèse d'Apple? La thèse d'Apple, c'est que quand ils sortent l'iPhone 13, ils ont déjà le 17. Est-ce que c'est vrai? Ouais. On sait pas. Mais c'est un peu la légende urbaine qui a toujours tourné autour de Apple. C'est-à-dire qu'en gros, ils en gardaient toujours sous le capot. Déjà parce que ça leur permet de faire plus de ventes et tout. Mais aussi parce que ça leur permettait aussi de pouvoir appuyer sur un bouton s'il y avait un mécontentement. Et par exemple, là, on voyait qu'il y avait un mécontentement et comme par hasard, l'iPhone 17 est exceptionnel et un carton commercial. Et donc, je pense que ces boîtes-là ont une stratégie plus globale et ça m'étonnerait pas que OpenAI avait plusieurs choses dans les cartons et qu'ils ont vu Gemini et ils se sont dit, bon, là, il faut sortir une cartouche. Mais je terminerai ce point en disant, moi, à titre personnel, je suis un peu fatigué de la compétition du meilleur modèle tous les 2 mois. Tous les 2 mois, toutes les 2 semaines, j'ai l'impression. Les 2 semaines, mais je trouve. Moi, j'en ai marre de parler d'OpenAI toutes les semaines dans Silicon Carnet. D'ailleurs, je vous préviens, le samedi, on va parler, j'en ai marre. On parle d'Elon Musk, on n'a pas parlé d'Elon Musk depuis longtemps. On va parler de SpaceX, on va parler de Grok, on va parler de tout. J'en ai marre de parler d'OpenAI. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Mais en fait, c'est surtout que moi, je trouve que c'est fatigant d'un point de vue de la manière dont les utilisateurs appréhendent les outils. Parce que on n'a pas besoin de OpenAI 5.2, 5.1, c'est très bien. Sors-nous plutôt un 6 dans 1 an, qui est un banger, en fait. Et parfois, en termes de lisibilité de communication, je dis pas qu'ils préparent pas un 6 qui serait un banger, mais en lisibilité de communication, on a l'impression qu'ils veulent absolument être en mode, je te jure, j'existe, je suis bien, je suis cool. T'es en mode, reste tranquille, on t'utilise, ça va bien se passer, sors-nous des bangers et donc parfois j'ai l'impression que comme ils sont en compète entre eux dans l'espace, dans 1000 km², ils sont tous là et ils sont en train de se monter tous la tête alors que le reste du monde est en mode t'inquiète, j'ai pas changé du jour au lendemain en fait, tu vois.
Ouais, mais justement, la concurrence, elle est féroce, hein, Seb, on le voit bien. C'est que le vrai game changer, là, c'est que OpenAI, il doit se battre sur plusieurs fronts maintenant. C'est-à-dire qu'il est face à Gemini 3 de Google sur le côté grand public, qui est en train d'exploser. Je montre les chiffres, 450 millions d'utilisateurs en juillet, aujourd'hui 650 millions en octobre. On a un chat GPT qui stagne un petit peu. Et puis, surtout, ils doivent aussi, et c'est tout le message de Fidjissimo, résister aussi à Anthropic qui fait un carton côté entreprise. Regardez les chiffres, ça fait déjà un petit bout de temps que Anthropic a dépassé OpenAI sur la partie entreprise, et en termes de revenus, j'avais pas regardé ça de près. Sur le API revenue, en fait, 2,9 milliards côté OpenAI et 3,1 milliards côté Anthropic. Donc, on sent bien qu'Anthropic, c'est le choix des entreprises et qu'ils ont perdu cette bataille face à Anthropic côté entreprise, non, Seb? Écoute, je suis pas juge de ça, mais c'est vrai que si je me retourne 3 secondes, si je regarde le rétroviseur, oui, 3 secondes, c'est une boîte qui a 10 ans. C'est un truc de fou. Elle nous a occupés là pendant 3 ans et encore plus en 2025. C'est vrai que même moi, je suis d'accord avec toi, j'en ai marre, non pas de l'utiliser, mais d'en parler régulièrement. Mais ils viennent, tu vois, tout juste de fêter leurs 10 ans, en novembre 2025. Donc c'est quand même incroyable ce qui vient de se passer. Maintenant, ce qui est fou aussi, c'est que la guerre ne fait finalement que commencer, et comme souvent en pareil cas, c'est pas le premier, c'est pas celui qui est parti pleine balle qui risque de gagner, et c'est ça qui est super excitant pour nous. Nous on est qu'observateurs, hein. Donc oui, c'est une guerre des modèles. Oui, maintenant on va se concentrer sur le ROI. Tu le vois, toi qui as vendu toutes tes actions il y a 3 semaines, un mois, tu vois que voilà. Oui et non, Wall Street est au plus haut, le Nasdaq commence un peu mais c'était ironique, hein. C'était une grosse connerie, hein, en fait, hein, mais... Je t'avais dit de pas le faire, hein. Oui, moi je t'ai dit attention, l'orchestre continue à jouer, mais là où tu as appliqué un proverbe boursier, et tu as bien fait, c'est if you panic, panic first. Donc toi t'as été le premier, t'as été le seul pour l'instant, mais il est pas dit que ça crache, parce que si effectivement t'as le OpenAI systémique qui flanche, et je l'ai entendu dire dans un big tech il y a pas si longtemps que ça, que ils pourront pas relever comme ça tous les 6 mois comme des timbrés. Le truc c'est en train de se commoditiser, et potentiellement, moi j'y crois pas, mais que potentiellement ça chute derrière. Et effectivement derrière tu as Nvidia, enfin ils entraînent quand même pas mal de monde. À Wall Street, c'est là où, si je veux voir le verre à moitié plein, et je réponds pas totalement à ta question, et moi j'ai regardé tout l'écosystème en tirant assez loin, hein, jusqu'à l'énergie, etc., les data centers. La bonne nouvelle pour 2026, tu feras une émission, je crois, prochainement sur Jean-Piette, là, sur l'émission spéciale prédiction, etc., pour l'an prochain. Mais en fait, la bulle s'est déjà dégonflée. C'est ça la bonne nouvelle. Donc potentiellement, ça va pas se cracher quand tu regardes des Z-Scaler, des Marvell, des CoreWeave, Oklo dans le nucléaire, Ionic dans le quantique, etc. Toutes ces boîtes, elles ont perdu 20, 30, 40, 50%, même dans les big tech, tu vois, les Meta, les ARM, les Salesforce, les Oracle, pareil, c'est des bonnes claques de moins 20, moins 30. Donc, bon, là-dessus, on est plutôt, enfin, moi, je suis plutôt pas inquiet. Pour revenir à ton point, bah oui, les LLM, la guerre, encore une fois, ne fait que commencer. Et en revanche, le ROI, là, pour le coup, moi, je l'attends, parce que pour tout ce qui est en surface, tu vois, low risk, marketing, j'en sais rien, service client, etc. Ok, fastoche, c'est en train d'être implémenté, ça cartonne, c'est très bien fait. Mais moi, tu me dis, tiens, t'attends 13 minutes, quoi non, ou tu parles à Enia tout de suite, ben, je prends lire, évidemment. Et puis, mais en revanche, pour tout le reste, quand tu parles aux boîtes, tu te dis, attends, je vais pas faire 12 000 agents. Sinon, j'ai 12 000 portes, là, bourrées de risques derrière. Donc, tout ce qui est légal, tout ce qui est, même la santé, etc., on peut pas déléguer comme ça, à 100%. C'est juste impossible. En ce moment, c'est la folie dans la Silicon Valley. L'IA accélère, les cartes sont redistribuées. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment, vous pouvez écouter Silicon Carnet, mais le mieux, c'est encore de venir sur place. Du coup, je voulais vous parler de Ramp Up Lab, partenaire de Silicon Carnet. Ramp Up Lab, c'est Boris et Marie, des amis de longue date que je connais bien. Ils sont basés dans la Silicon Valley depuis près de 20 ans. Et ils organisent des Learning Expeditions sur mesure à San Francisco pour des dirigeants, des équipes d'innovation et des programmes MBA. Concrètement, c'est 2 à 7 jours d'immersion dans ce que la vallée fait de mieux aujourd'hui. Vous visitez des grands groupes comme Nvidia, Google ou Meta, mais aussi des startups, des investisseurs, des labs et des campus. Je fais partie des intervenants et je peux vous dire, c'est pas du tourisme. Chaque immersion, c'est un vrai bootcamp avec des analyses, du retour terrain, des ateliers IA et innovation, avec un objectif clair, transformer tout ce que vous voyez en feuille de route pour votre entreprise.
Ramp Up Lab s'occupe de tout sur place. Alors, si vous cherchez un partenaire pour votre prochaine Learning Expedition dans la Silicon Valley, je vous conseille d'aller faire un tour sur rampuplab.com. Allez, retour à ton épisode. Il y a aussi une autre concurrence, elle est internationale, c'est du côté chinois. Je suis tombé sur cette stat. Les Chinois continuent de faire de la recherche. Et c'est ça qui est très impressionnant. Regardez le nombre de publications des Chinois, il est en train d'exploser, alors que le nombre de publications aux États-Unis et en Europe, lui, ne fait que baisser. C'est-à-dire que on en avait parlé avec Sutskever qui disait il faut qu'on revienne à de la recherche fondamentale. C'est vrai que eux, les Chinois, ils continuent. Peut-être aussi, Fanny, parce qu'ils ont des contraintes qu'on leur a imposées aussi par les tarifs et par la technologie auxquelles ils n'ont pas forcément accès. Ils continuent, eux, de faire de la recherche pleine bourre. Ah bah, ils ont deux choses. Un, c'est en effet, ils ont le fait d'être restreints par la technologie et donc de devoir adapter leurs IA et leurs modèles. Et donc, ça leur demande de redévelopper des choses qui sont pas les mêmes que ce qu'on utilise nous. Et on voit qu'ils sont très bons à se réinventer et à trouver des modèles. Il y a un autre sujet intéressant avec les Chinois, c'est aussi je sors beaucoup de brevets d'un côté et comme ça il y a des endroits où on voit qu'ils en sortent plus du tout et où ils sont en non-communication. Ça sert aussi à noyer le poisson, c'est-à-dire on innove en secret sur certaines choses. Alors là voilà, c'est un petit mais moi, je ferai attention, c'est plus ça communique sur un sujet, plus c'est pas forcément celui où il faut les attendre et où ils pourraient nous surprendre. Mais voilà, c'est ça que je regarde du côté des Chinois. Je suis d'accord avec Fanny et puis je pense que moi quand je disais fatigue des mises à jour de modèles toutes les 2 semaines, c'est plutôt de se dire celui qui gagnera ou ceux qui gagneront ne gagneront pas parce qu'ils auront accumulé des victoires sur des batailles. Ils gagneront parce qu'il y aura eu une grande bataille qu'ils auront terminée et pliée. Et l'obsession des LLM, et on en parlait avec Sutskever, Yann Lequin et tout, c'est aussi une obsession qui est dangereuse parce que même si les LLM peuvent faire plein de trucs, il suffit juste qu'un gros acteur débarque avec du multimodal, de l'aérospatial, de la robotique, que en fait peut tout à fait wipe out en fait beaucoup d'avancées de certaines boîtes. Si demain la Chine débarque sur la robotique en disant en fait on a craqué la robotique humaine, tous ceux qui sont dedans en fait ils se font plier en fait d'une journée à l'autre, tu vois. Un peu le côté DeepSeek, même si DeepSeek c'est avéré comme prévu être un truc où il y avait des GPU, où ça va pas coûter 6 millions et tout ce qui va avec. Je me rappelle que le jour DeepSeek, tout le monde a freeze en disant oh merde. Et je pense que le fait de s'obséder du 5.2 au lieu de s'obséder du 6, c'est un peu ça. C'est en fait, ça sert à rien de gagner là sur le quarter. Tant mieux, tu prépares une levée de fonds. Mais le jeu, c'est de gagner la décennie, pas le quarter. Alors la vraie bataille pour 2025 et 2026, elle risque de se jouer sur un sujet, c'est la course aux agents IA. C'est pas sur les chatbots que justement là peut-être qu'il y a une bataille assez spectaculaire à mener. Et là c'est intéressant de noter parce que OpenAI, Anthropic et Google viennent justement de s'allier via Linux Foundation pour créer des standards communs. Ils appellent ça le Model Context Protocol. Chez OpenAI, ça s'appelle agents.md. Et donc, en gros, c'est des outils open source pour faire en sorte que, justement, les modèles puissent communiquer entre eux, puissent se connecter aussi aux applications d'entreprise. Notion a fait toute une communication là ces derniers jours qui est assez impressionnante là-dessus. Donc, en gros, c'est des agents qui vont pouvoir lire vos conversations sur Slack, répondre à un manager, générer un rapport dans Notion, et tout ça de manière fluide. C'est intéressant de voir à quel point, Fanny, cette fois, on sort du code propriétaire et qu'on commence à jouer. Est-ce que c'est justement DeepSeek et son approche hyper open source qui fait bouger les lignes là chez les Anthropic, chez les Google, chez les OpenAI, et qui se disent bon ben là, à la prochaine bataille, faudra peut-être qu'on mette du open source dedans? Je t'avoue que c'est pas encore un sujet que j'ai assez gratté pour le coup, mais en tout cas c'est hyper important de connecter tout et on le voit même chez les cloud providers, les fameux protocoles MCP, on les implante pour que justement les agents puissent venir se connecter sur tous les produits et les utiliser. Moi, ce qui m'impressionne, Seb, là-dedans, c'est que la Chine a vraiment une longueur d'avance sur l'IA grand public. C'est-à-dire que quand moi je le suis pas trop, et je sais les gens qui écoutent cette émission ils vont me dire non mais Carlos t'es complètement à la rue. Ils ont peut-être raison parce que c'est vrai que
je vois pas vraiment ce qui se passe en Chine, mais là, j'ai regardé des démos et je vous mettrai le lien si vous voulez. C'est hallucinant. Ils sont à des années-lumière de nous. Ils sont à des années-lumière. Attends, exactement. Ils sont très très loin. On est passé de la Chine qui copie pour se remettre à la page, tu vois, j'en sais rien, des Coréens, des Japonais, à une Chine maintenant qui prend le lead. Les États-Unis, mais même pré-Trump, ne l'acceptent pas parce qu'ils sont leaders depuis 50 ans. Ouais. Et quand t'es chinois, mais les US, mais c'est une parenthèse dans l'histoire. Ça a 500 ans, c'est rien. Ouais. C'est une poussière. Eux, ils ont 5000 ans, si tu veux. Enfin, tu vois, donc ils ont déjà été leaders pendant des siècles et ils vont reprendre leur leadership, mais pas en mode impérialiste. En tout cas, pas pour le monde, sûrement dans la région, mais pas pour le monde. C'est pas la façon dont ils voient les choses. Et IA, tu cites le nouveau téléphone avec un agent. Donc c'est ByteDance, l'éditeur de TikTok. T'as raison avec l'équipement anti-ZTE, mais si tu prends n'importe quelle verticale, le cloud, le solaire, ce que tu veux, quand ils ont décidé qu'ils allaient être bons là-dedans, regarde sur les batteries, les voitures, ils laissent le truc partir, il y a des centaines d'acteurs, ils en subventionnent une partie, le truc est darwinien à la fin, il en reste 3-4. Et puis surtout, ils n'ont pas de réglementation, ils doivent pas dire, en fait, quand ils décident un truc, si l'État a dit c'est bon, on s'emmerde pas. Ils en ont une, elle est décidée par le parti, et après c'est réglé. Et donc, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, ils vont être leaders aussi sur l'IA. Ils le sont peut-être déjà. Et ce que tu évoquais tout à l'heure, hyper intéressant, Trump est tombé dans le panneau, et donc en leur faisant cet embargo, ce ban, bon, qu'ils avaient pratiqué aussi avant, parce que t'as pas Facebook, t'as pas tout ça non plus en Chine depuis toujours, et donc ça va se retourner contre eux parce qu'ils auront les meilleures puces, les meilleurs infras, les meilleurs smartphones, et qui vont finir, sûrement par nous inonder avec tout ça dans pas longtemps. Faut savoir que pareil, au niveau du grand public, il y a deux choses. La culture est hyper importante. Le bouddhisme joue d'ailleurs beaucoup là-dessus, mais on intègre l'innovation en Asie beaucoup plus facilement, toute classe sociale, même les plus âgés. Il n'y a pas de réticence à la nouveauté. Au contraire, on s'adapte, on prend, et ça on le voit partout. Et très vite, ils ont intégré aussi tout ce qui est super app. On met tout dans le même service. On n'a pas été capable de sortir des équivalents de Line ou d'autres produits comme ça. Chez nous, ça marche pas encore, les super apps, alors qu'eux sont très en avance. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire dans l'IA. On remet une super app d'agent IA qui arrive derrière. Et le grand public y adhère très vite parce qu'il n'y a pas de friction avec la nouveauté. Au contraire, il l'embrasse. Et ça, c'est culturel, et ça, on l'oublie aussi. Il n'y a pas que la décision d'en haut, il y a aussi que le public prend chaque nouveauté sans se poser de questions. Ils deviennent très exigeants, c'est-à-dire que pour faire, j'en sais rien moi, entre deux grandes villes chinoises de 15-20 millions d'habitants, pour faire, 1300, 1400 kilomètres, ils vont avoir un train ultra moderne qui a rien à envier à notre TGV, et qui va faire ça en 5 heures. Nous, c'est un Paris-Toulouse, tu vois, de 8 ou 900 bornes. Ils te font ça en 5 heures. Et qui est à l'heure, comme au Japon. Et le truc est à l'heure. Il passe toutes les 25 ou 30 minutes. C'est réglé comme du papier à musique. T'achètes ton train 30 secondes avant qu'il passe. Tu peux commander, retarder, etc. Ça coûte $15. Emballé, c'est pesé. Est-ce que je fais une petite aparté? Est-ce que vous avez écouté l'interview de Christophe Fouquet, qui est le CEO de ASML, qui parle justement de l'intelligence artificielle? Je vous invite vraiment à l'écouter. Ça dure 4-5 minutes. C'était, je crois, avec la BBC ou un truc comme ça, ou Reuters peut-être, et qui parle de justement de l'intelligence artificielle et de la place de l'Europe. Il est très, 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 très critique par rapport à l'Europe. Il explique, il dit une phrase qui m'a bien marqué, qui dit on ne sait pas encore dans le gagnant, parmi les gagnants de l'intelligence artificielle, si ce sera la Chine ou les États-Unis, mais en tout cas, on connaît déjà le perdant, c'est l'Europe. Il disait que 80% de son marché, c'était les États-Unis, et que l'Europe, c'était moins de 1% de son marché. C'est-à-dire que on ne fabrique absolument pas de chipsets. Jensen Huang expliquait que il y avait dans la guerre à l'intelligence artificielle 5 couches. La première, c'est l'énergie. Là-dessus, en Europe, on en a. La deuxième, ensuite, c'est les chipsets. Là-dessus, on est complètement à la ramasse. Ensuite, l'infrastructure, les hyperscalers. Je sais pas où est-ce qu'on en est là-dessus. Puis les LLM. Là-dessus, on a effectivement Mistral. Et puis, il y a une autre société en Italie aussi, je crois, qui fait un truc pas trop dégueulasse. Et puis ensuite, la couche applicative. Et là, on voit que la Chine fout une
une branlée à tout le monde sur la partie applicative, comme on vient de le dire. Mais c'est assez marrant de voir que on a ASML en Europe et que pourtant on a ce joyau et que on n'en fait rien. Il est en amont de la chaîne. C'est un géant néerlandais. T'as raison, donc européen. En plus, t'as aussi raison, dirigé par un Français. Les deux trucs qui peuvent nous sauver, je dirais, à court terme, c'est déjà peut-être, enfin court moyen terme, c'est les gains de productivité, parce qu'on va quand même être des gros utilisateurs de l'IA. Espérons qu'on va quand même. Ça il dit, il y a pas de problème. On est une colonie numérique là en Bon. termes de consommation. On est aux premières lignes. Hein. On peut gagner un peu peut-être de productivité. Et deux, c'est d'aller sur un truc que tu n'aimeras pas, mais c'est le côté souverain. Tu vois, j'étais à Bercy ce matin. Bon bah t'as déjà 10 000 fonctionnaires qui testent, on va dire un Mistral, enfin un chat sur mesure, tu vois, pour ces fonctionnaires. Mais ils commencent aussi à chasser en entre meute. les mains des fonctionnaires, on est sauvé, quoi, effectivement. Non, mais ils commencent à chasser en meute, c'est-à-dire qu'ils vont dire tiens, on va aller faire un deal avec SAP pour toutes nos infrastructures, etc. Donc du coup, ils vont essayer de vendre du Mistral aussi aux fonctionnaires allemands. Donc tu vois, si tu as un truc souverain qui tourne sur du OVH, Scaleway, Outscale, etc. Bon, ça peut être une solution. Il faut qu'ils le fassent sur des infra européennes. Et on a encore du boulot, mais oui. Ce qui est rageant, c'est que les chipsets, ils les produisent même pas eux-mêmes. C'est TSMC qui les produit. Donc en plus, TSMC produit 100% des chipsets au monde. Alors après, il y a aussi le fait que Nvidia a des barrières à l'entrée technologiques complètement dingues et ils sont super doués les mecs. Et j'ai vu l'interview de Jensen Huang où il explique ça, Carlos, les 5 niveaux d'intelligence artificielle. Mais ce qui est énervant, c'est que nous, globalement, ce qui nous manque le plus, c'est la partie infra, quoi. C'est-à-dire, en gros, le chipset et les hyperscalers. Mais c'est Fanny qui fait pas son boulot chez OVH. Vous êtes, non, moi, je suis désolée. Investissez dans le quantique. C'est ça, le futur de l'Europe. C'est la dernière carte qui nous reste à jouer. Je suis désolée. Il y en aura d'autres. C'est juste que plus on en perd, plus on se donne la capacité de jouer la prochaine, hein. Fanny, il y a pas OVH Cloud est considéré comme hyperscaler. Ah, d'accord. Ok. Non, pour le coup, dans les, je sais plus, c'était dans les quadrantes. Alors vous êtes mauvais où? Alors si vous n'êtes pas mauvais technologiquement, vous êtes mauvais où? C'est en marketing, en vente? Ça se passe où? Moi, je crois que le gros problème d'OVH, c'est la compartimentation, c'est-à-dire le fait de difficilement pouvoir prendre des tout petits clients, ce que Amazon AWS fait bien, si j'ai bien compris. Oh, on a beaucoup de petits clients. Non, je pense que c'est aussi le revenu. Tu vois, on atteint 1 milliard, on est loin de ce qu'il y a. Donc après, il faut avoir de l'argent pour investir, acheter. Il faut acheter des GPU et autres. Et puis il y a un capex. Donc je pense qu'il y a une stratégie qui est différenciée, qui l'est par le chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est étape par étape. Go yourself. Mercredi 11 décembre, Disney envoie une lettre de cessation à Google. On appelle ça une cease letter en anglais, l'accusant de violation de copyright à échelle massive via ses modèles d'intelligence artificielle. Et jeudi 12 décembre, le lendemain, Disney annonce $1 milliard d'investissement dans OpenAI, qui va pouvoir licencier plus de 200 personnages pour son application Sora. Alors, pure coïncidence, je ne pense pas. Plutôt un calcul stratégique. YouTube possède déjà le plus gros corpus vidéo du monde et visiblement, c'est une menace pour Disney. J'avais pas complètement compris cette histoire-là et qu'en me penchant sur ce sujet, on comprend véritablement bien d'où vient la menace. Côté Disney, elle vient plus du côté de Google que du côté d'OpenAI. Bob Iger, le CEO de Disney, il veut parier sur le fait que les fans veulent devenir non pas simplement des spectateurs de Disney, mais vraiment des créateurs, pas juste des consommateurs. Et on commence à voir des premières vidéos sur Sora qui montrent un côté beaucoup plus sombre. C'est vrai qu'effectivement, ils utilisent le style de Pixar, notamment, pour faire des contenus, on va le voir, qui sont pas forcément dans la ligne ou la direction artistique ou la direction politique de Disney. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai que quand on regarde ce deal de 1 milliard, il faut comprendre un petit peu le contexte. Je suis tombé sur YouTube 8M en français. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'est assez hallucinant. En gros, ils ont organisé tout leur ensemble de données vidéo. Et c'est vrai que YouTube a annoté toutes ces vidéos depuis déjà des années. Ils ont des millions de vidéos et que ça leur permet d'entraîner leur modèle d'intelligence artificielle, que ce soit Google DeepMind ou Gemini,
sur ce corpus absolument gigantesque. Et Disney n'a rien de comparable. Il y a que Google aujourd'hui avec YouTube qui a ce truc-là. C'est assez hallucinant, quoi. C'est ouf. C'est absolument ouf. Mais en fait, dans les des recherches que j'ai faites, en gros, les 3 piliers d'une IA, c'est son LLM, donc le modèle, c'est sa puissance de calcul et c'est son dataset. Et en fait, le dataset de YouTube, c'est littéralement tout. En fait, enfin, c'est difficile à quantifier, même tellement il y en a. Et on avait vu effectivement pas mal de vidéos émerger d'IP Disney faites par Nano Banana, parce que en fait il y a les bandes annonces de certains films, il y a des séries sur YouTube Kids qui appartiennent en fait à Disney. Et donc du coup la question c'est comment ils vont réussir à bloquer ça, parce que apparemment dans les faits ça a l'air de marcher le blocage, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait pas de débordement de l'IA, parce que est-ce que si je dis à Nano Banana, et j'ai pas fait le test, il faudrait que je le fasse, si je dis à Nano Banana fais-moi ce personnage dans le style de Pixar, je suis pas sûr ça marche. Donc en fait c'est plutôt pour les IP, c'est-à-dire en gros Dark Vador, Spider-Man et Lilo et Stitch, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont fait cette lettre de cessation, demandant à YouTube d'arrêter, parce que ça marche. Aujourd'hui, vous prenez Nano Banana, vous prenez Gemini et vous lui demandez de faire une vidéo avec le style de Pixar, ça marche très très bien. J'en montre là, c'est magnifique, hein, c'est formidable, ça fonctionne très très bien. Or, Google et YouTube ne payent aucune licence à Disney pour cet usage-là, Fanny. Si je comprends bien, c'est ça le problème. Non, ouais, en effet, mais c'est pas les seuls, puisque au début, si tu prenais ChatGPT, c'est pareil, tu pouvais demander, mettre Dark Vador, t'en parlais, dans n'importe quelle situation, ça marchait très bien. Tu pouvais demander des Funko Pop, des Lego. Et puis là, tu vois que tout d'un coup, maintenant, quand tu demandes, ça dit non, ce personnage n'est plus autorisé, donc ils arrivent à bloquer et OpenAI a dû s'adapter. Et alors, par contre, ils te proposent de faire un script qui se rapprocherait, qui permettrait de créer le personnage dans le même genre. Mais ils font tout pour l'éviter, pour ne plus être embêtés. Et donc je pense que Disney, en faisant ça, va commencer à imposer, va envoyer des armées de juristes aussi pour dire stop, ça vous pouvez plus le faire. Et on sait comment le stopper. OpenAI le fait très bien, donc ils vont être obligés de le faire à un moment. Donc même si ça marche encore là, à mon avis, dans peu de temps, on pourra plus jouer que là où Disney est OK pour le faire. Et ça sera visiblement avec OpenAI et Sora. L'analyse stratégique que fait Disney, elle est redoutable. Je vous montre quelques stats du coup. Effectivement, les jeunes, c'est-à-dire le public de Disney, utilisent en grande majorité aujourd'hui YouTube. C'est leur plateforme privilégiée pour consommer du contenu. La deuxième ensuite, c'est TikTok. Et puis, ils ont un usage très important, et on le verra dans la 3e partie de l'émission, des chatbots. Et leur chatbot préféré, c'est ChatGPT. Donc, quand on regarde ça, on voit bien que le code RED pour Disney, il est sur Google et YouTube, et que l'outil le plus utilisé, le modèle le plus utilisé sur leur cible, c'est OpenAI avec ChatGPT. Donc, ça a énormément de sens sur un plan stratégique. On comprend très, très bien la démarche aujourd'hui de Bob Iger. Notamment, ça fait écho à l'épisode qu'on a fait la semaine dernière sur le rachat de Warner Bros par Netflix. On voit bien que là, il y a des mouvements de plaques qui s'opèrent, notamment autour du contenu. Le contenu, Disney, il l'a, mais ce qu'il n'a pas, c'est la technologie. Et la technologie, ils ont fait le choix d'OpenAI. Très bonne nouvelle pour Sam Altman, qui super bon. C'est vraiment le deal maker, Sam Altman. Il sait signer des deals. Et donc là, il nous montre qu'il est en capacité de signer des deals, y compris avec des acteurs comme Disney. Félicitations, Sam. Ça fait penser à ce qu'on a vécu il y a 25 ans avec les j'en sais rien, les Napster, rappelez-vous, toutes ces plateformes-là où on était dans la totale illégalité, et puis finalement, tout le monde a fini par rentrer dans le rang de gré ou de force. Ouais. Là, Google, c'est pas la petite start-up du coin, donc on leur dit tiens, voilà, c'est de la violation massive, donc ils nettoient comme ils peuvent, parce qu'ils disent voilà, t'as le département légal avec les 600 juristes qui disent là, on n'a plus les cuisses propres, donc il faut cleaner un max. On va voir comment ça va se terminer, mais c'est sûr que pour Gemini, VO, Nano Banana, etc., ça pose question. Mais c'est vrai que le U-turn, le virage à 180 degrés de Disney, qui même il y a 6 mois, moi je me rappelle une conversation, je l'avais fait sur mon podcast Tech 45 avec le... C'est bon podcast, écoutez Tech 45,
Moi, j'écoute ça toutes les semaines. Je le montre là. Allez-y. Avec Sixt, le CEO d'Animage, qui donc tu sais fait des rachète des licences pour poursuivre un petit peu la vie des dessins animés des années 80-90. Donc il a des licences comme Pocoyo, Maya l'abeille depuis peu, etc. Et il fait des milliards de vues, hein, notamment sur YouTube. Et lui me disait, mais chez Disney, tu ne peux pas parler d'IA, c'est un mot tabou. Et c'était l'été dernier, il y a 6 mois. Hein. Donc là, virage à 180 degrés, où dans la même semaine, tu le disais bien en intro, Carlos, t'as la lettre d'huissier qui part chez Google, et derrière, je signe avec OpenAI. Donc c'est quand même, oui voilà, c'est quand même un truc de fou. En disant, bah, faites-vous plaisir, il y aura des royalties, droit à remix avec Mickey, avec qui veut, pas de souci, c'est open bar. On a perdu Valorant parce que je le dis au public, hein, Valorant tourne sur un ordinateur de merde qui date des années 2010. Visiblement, le crayon et le surligneur. En fait, leur revenu, c'est un peu fake. Hein. Ils sont même pas foutus d'acheter un ordinateur correct à leurs dirigeants. Et donc, voilà, il est frisé. Là, je sais pas s'il nous entend, quoi, en fait. Il est pas là. Voilà. Bon, on a eu un petit problème technique. On a perdu Valorant. L'histoire, je sais pas s'il va nous... Ah, si, il est là. Il a ressuscité! Il a ressuscité! Exactement, je suis en train de mettre mon ordi à recharger pour être prêt pour la partie 3, si tu veux tout savoir. D'accord, parfait. Ok, bon, on continue de parler de ce deal entre Disney et OpenAI. Sam Altman nous a vendu ce deal et c'est un super vendeur, Sam Altman. Et il a donné un exemple qui est absolument génial. Il parle de Buzz l'éclair. Il dit, bah voilà, maintenant, grâce à Sora, tu vas pouvoir faire une carte d'anniversaire pour ton gamin qui est complètement personnalisée, où c'est Buzz l'éclair qui va parler à ton gamin, et voilà quoi. Et c'est vrai que c'est génial. Tu réfléchis 2 secondes, tu te dis mais c'est top, c'est top cette histoire. Moi les cas d'usage, ils vont être absolument énormes. C'est une merchandising de zéro, c'est ça. C'est au lieu d'acheter un t-shirt qui d'ailleurs pour les écolos détruit la planète, bah là tu vas pouvoir générer. Alors les écolos vont dire oui, mais générer ça crée beaucoup de, ça tue aussi la planète. Mais on va pouvoir créer un moment unique avec Mickey, avec Donald et ses copains. Moi je peux pas m'empêcher d'être un peu enthousiaste. Mais je dirais même qu'il y a quelque chose de très smart aussi, c'est que vu qu'on passe de plus en plus de temps sur les LLM et que les LLM font même reculer ou en tout cas ralentissent la progression des plateformes de SVOD ou des réseaux sociaux, bah en fait on peut même se dire que c'est smart pour faire perdurer leurs IP. Parce que le vrai danger pour eux, c'était que ces IP-là en fait se diluent, deviennent de moins en moins importantes et fassent de moins en moins bons scores au cinéma ou sur Disney+, et que derrière soient remplacés par des IP qui viennent d'Internet en fait. Et on en a vu des IP qui viennent d'Internet, mais pour moi, effectivement, moi je vois beaucoup de contenu généré par IA sur Pokémon. Je suis un grand fan de Pokémon. Et il y a un truc qui est ouf, c'est que ce n'est pas Pokémon qui le crée. Et d'ailleurs, du coup, c'est des designs qui sont différents et tout. Et c'est dommage parce que ça gère le lore, c'est-à-dire l'univers étendu, est moins bien géré. Et là, pour le coup, je trouve que c'est très smart sur comment ils font perdurer leurs IP, parce que si tu peux créer ton petit, on va dire, Lilo et Stitch surfer, bah tu vas être capable aussi de créer un Lilo et Stitch surfer que tu peux commander en peluche avec un partenaire et donc en fait surpersonnaliser, c'est très marrant. Tu fais un vrai renforcement de l'engagement des fans. Mais après imagine tout un épisode où t'es Dark Vador, je fais la princesse Leia et j'adorerais. Là on est presque dans du fantasme là. Hein, non mais on pourrait se marrer, mais je suis sûre que ça cartonnerait de faire un épisode comme ça grâce à ce genre d'outils si on nous laisse faire des formats longs. Mais en tout cas, non, c'est les filtres Snapchat. T'imagines, tu peux t'amuser justement à faire une petite vidéo, passer un message. On a tous été fans de ces persos-là. Moi, je vois bien avec la 501e, donc c'est l'association qui a un Dark Vador. La première, tu sais, je l'ai payé pour m'accompagner à la Paris Games Week. C'est comme ça que je parlais à des youtubeurs comme Cyprien ou Squeezie, parce que quand ils voyaient Dark Vador, ils voulaient bien faire un selfie avec moi. Donc t'imagines, ça marche super bien d'utiliser des personnages de certaines licences pour attirer du monde. Et là, c'est très Moi, simple. j'imaginais ça dans une école, par exemple, où on pourrait créer, tu vois,
les profs pourraient créer des vidéos éducatives avec des personnages de Pixar pour expliquer les maths, tu vois, des trucs, être un peu créatifs, originaux dans l'apprentissage, ça peut être génial, quoi. C'est même dans l'entreprise, hein, dans les entreprises, des formations qui mettent en scène, quoi, des personnages, des Avengers ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Ouais. Il y a un compte Instagram, je crois que ça s'appelle Basic Economics ou un truc comme ça, où en gros, ils prennent Eminem et Trump et en fait, ils vont t'expliquer comment fonctionne le levier de dette bancaire en crédit lombard pour les ultra riches, tu vois. Et c'est hilarant parce que t'as vraiment genre Eminem qui est en mode yo, alors, so what you're gonna do is, et c'est hilarant, ça n'a aucun sens, mais ça marche très bien parce que c'est effectivement, ça t'alerte tout de suite. Et puis, comme c'est des gens que t'aimes bien, la pilule de l'apprentissage passe quand même beaucoup mieux, Ouais. quoi. Moi, ce qui m'étonne, c'est jusqu'où ils vont autoriser l'utilisation de ça, parce que justement, tu as certains personnages qui ont des normes, sont très normés sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Est-ce que Boba Fett va parler ? Est-ce que Boba Fett va parler ? C'est une vraie question. On va enlever son masque surtout, mais c'est un vrai sujet. Normalement, ils ont pas le droit, oui, de boire, de manger, d'être dans des positions implicites, etc. Et là, on sait qu'il va y avoir des débords, donc comment ils vont gérer ça ? Alors, ces débords, ils existent déjà, hein, parce que les utilisateurs de Sora, ils n'ont pas attendu ce deal pour se mettre à utiliser justement l'IP de Pixar, et sur des sujets complètement horribles. Il y a un trailer pour la liste de Schindler, par exemple, version Pixar, avec Hitler qui envoie des enfants dans les chambres à gaz. Hein. Ça existe. J'ai trouvé ça sur... Non, mais j'ai trouvé ça sur... Mais c'était pas sous licence, tu vois, c'était fait en mode pirate. Alors que là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Comment ils vont limiter l'usage alors qu'ils vont le vendre ? En tout cas, il y aura un coût. Et ça, c'est intéressant aussi, puis ça, c'est pas si facile que ça. Est-ce que vous avez vu, il y a eu un backlash énorme sur McDonald's. Il y a eu cette pub qui a été créée par intelligence artificielle. Donc là, on sort un petit peu du deal avec Disney. Je la montre, cette publicité. C'est assez intéressant de voir les publicitaires et des marques comme McDonald's s'approprier complètement l'intelligence artificielle pour faire des clips et qui... alors, beaucoup de gens, il y a un phénomène en ce moment, si c'est généré par IA... Ils l'ont retiré même. Ouais, ils l'ont retiré parce que le backlash a été... Mais bon, ça a fait parler énormément de McDonald's et regarde, on en parle aujourd'hui dans Silicon Carnet. Donc, du coup, peut-être que tout ça a été calculé et qu'ils savaient qu'ils allaient le retirer. Mais pour la publicité, c'est évident. La possibilité de créer aujourd'hui des clips... même nous, chez Silicon Carnet, on utilise Nano Banana pour faire les thumbnails. Si j'ai envie de prendre la photo de Fanny, et d'ailleurs dans mon brief maintenant je le mets, je mets Fanny Bouton, expression surprise, et le graphiste il va prendre la photo de Fanny que j'ai en stock et il va dans Nano Banana. J'ai regardé l'exemple là avec le professeur, je lui dis le professeur outré, et boum, de la photo du professeur de Pierre Gobil, j'arrive à cette photo là. Donc ça marche d'ailleurs très très bien, ça prend quelques secondes à faire. Mais ça, on va le voir de plus en plus, ce genre d'usage. Il faut le mettre en miroir avec, au contraire, le carton absolu de la pub d'Intermarché qui, elle, justement, n'a pas été faite en IA et tout ce qui va avec. Moi, je pense que là-dessus, on est plutôt sur des mouvements culturels, parce que là où je trouve qu'il y a un côté un peu absurde, c'est que la pub de McDo, c'est 6 mois de travail, des dizaines de personnes dessus. Donc, en fait, on dit que ça remplace les vrais artistes, mais en fait, il y a des vrais artistes qui ont bossé sur la pub de McDonald's. Ouais. Mais ce qu'il y a d'intéressant, d'ailleurs, alors je sais plus où je l'ai entendu, mais il est dit que si ils ont mis des gens devant des pubs générées par IA, et on leur a dit que c'était généré par IA, mais ils le savent pas, et produit par des artistes humains. Et en fait, les pubs qui ont reçu le meilleur accueil, ce sont celles qui sont générées par IA, mais à qui on n'a pas dit que c'était généré par IA. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que tu as aussi ce biais-là de savoir si ça a été fait ou pas et par qui. Et donc là, ça va rentrer en ligne de compte. C'est est-ce qu'on doit le dire ou pas, parce que finalement, on n'aime pas si on sait que c'est généré par une IA, mais on aime bien si on le sait pas. En tout cas, les créateurs de contenu, ils sont vent debout. La Writers Guild de Los Angeles,
Elle gueule par rapport à Disney parce qu'elle dit ouais, c'est super votre truc, mais l'auteur original, celui qui a créé les dialogues, celui qui a créé l'image, lui, il est pas du tout rémunéré dans cette histoire-là. Donc là, on a une sorte de multiplication à l'infini de ces contenus, mais j'ai de l'argent à terme, il reste chez Disney, il va pas chez les créateurs de contenu. Donc il se pose la question, il se dit ok, si l'élasticité de ces contenus est améliorée, c'est-à-dire qu'à partir d'une création premium originale, on peut faire durer ce contenu beaucoup plus longtemps grâce à la GenAI. Est-ce que il va pas y avoir moins de contenu premium, moins de création originale au départ? C'est une vraie question. C'est pas certain parce qu'il pourrait y avoir plus de création justement et de permettre à des gens qui aujourd'hui n'en avaient pas les moyens de créer plus et d'avoir plus de studios indépendants qui se créent aussi. C'est une autre façon de regarder peut-être le marché. Le gâteau va peut-être grandir quelque part. C'est possible. Et puis tu auras peut-être des labels comme en France, tu vois, tu as le fait maison dans les restaurants. Tu auras le garanti, voilà, c'est un vrai artiste, 100%. Il y a eu zéro retouche, tu vois, comme sur une photo d'une pub également, quoi. Bon, on revient à ce deal entre Disney et OpenAI. On termine là-dessus avant de passer au dernier sujet. Le deal que Disney a signé, c'est un deal en béton. C'est effectivement 1 milliard, donc c'est pas rien. Le ticket d'entrée dans l'IA aujourd'hui, il se compte en milliards. C'est un deal sur 3 ans. Donc c'est pas 1 milliard tout de suite, c'est 1 milliard pour 3 ans. Et ils ont des warrants, c'est-à-dire la possibilité aussi de participer au capital d'OpenAI. Il y a un véritable aussi comité de pilotage conjoint, notamment pour l'utilisation des personnages, comme tu disais, Fanny, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces personnages? C'est quand même Disney qui garde la main là-dessus en disant ça c'est possible, ça c'est pas possible. Donc Disney garde le contrôle. Et ils annoncent un processus, je vois pas comment ça va être possible, mais une sorte de processus de curation, c'est-à-dire que et les contenus vont être publiés sur Disney+, sur leur plateforme de diffusion. C'est-à-dire que ouais, c'est assez dingue quand même. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir faire des choses et en plus la promesse c'est que si ton truc est bon, il sera diffusé sur Disney+. Ils vont faire un TikTok, quoi, en fait. C'est tellement smart. Ouais. C'est tellement smart. Et de toute façon, pour aller chercher la jeune génération, il faut qu'ils arrivent à faire des formats courts. Ils peuvent pas rester sur les formats longs TV. Ils ont besoin de ça pour aller chercher les toutes nouvelles générations. Ouais, mais au-delà de ça, Fanny, c'est aussi potentiellement un produit d'appel en version gratuite pour les versions longues, exactement comme Canal+ est en train de faire en ce moment. Canal+ est en pleine campagne sur l'app gratuite. Ce qui, moi, pour être très franc, m'emmerde parce que j'étais client Canal+, du coup maintenant je me retrouve avec des pubs pour les résumés de foot. Mais blague à part, c'est méga smart parce que Disney voit bien qu'ils se font manger aussi par les réseaux sociaux Disney+, Netflix, qu'il y a cette guerre de l'attention. Instagram, oui, ils sont bouffés. Qui était la grande blague de Reed Hastings, le patron de Netflix, qui disait moi mon concurrent c'est le sommeil, mais au-delà de la blague, c'est presque plus Fortnite que Disney+ ou autre. Et j'avais trouvé ça intéressant de comparer des formats différents mais qui ont la même KPIs, qui est le temps passé dessus. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez intelligent de se dire un feed un peu à la TikTok uniquement de Sora Disney, c'est pas con, quoi. C'est très très intuitif comme idée, quoi. Bon voilà, le message est clair en tout cas pour l'industrie. Les plateformes d'intelligence artificielle qui veulent utiliser de la propriété intellectuelle premium vont devoir payer, ça c'est clair. Et puis ou alors négocier des accords comme viennent de le faire OpenAI et Disney. Donc c'est en gros l'ère du scrapping de données qui a fait Google depuis des années notamment et les autres est en train de se terminer. Pendant ce temps, OpenAI annonce un mode adulte. Ça sera dans ChatGPT et c'est prévu pour le premier trimestre 2026. Et puis, il y a une autre réalité qui émerge, c'est ces suicides. Ça n'arrête pas. Alors, Anne-Sophie, tu nous as rejoint. Tu travailles, tu es une des responsables de Everyone AI, que je connais bien ici à San Francisco. Et vous êtes au cœur de ce sujet-là avec Everyone AI. Tu veux réexplique pour l'audience rapidement ce que fait Everyone.ai? Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je suis la directrice exécutive d'Everyone AI. C'est une non-profit. On est basé dans la Silicon Valley. Notre mission, c'est d'anticiper et éduquer sur les risques et les opportunités de l'intelligence artificielle pour les 0-25 ans. 0-25 ans, parce que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans.
On lead aussi une coalition internationale avec le Paris Peace Forum, qui est basé à Paris, qui est une organisation de diplomatie internationale, et avec du coup lequel on dirige cette coalition avec 12 gouvernements, des grosses boîtes de la tech telles que OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft, 15 labs des plus grandes universités, Stanford, Berkeley, vous les connaissez, 40 ONG, et aussi on collabore avec l'UNICEF, l'UNESCO et les Nations Unies. Donc ça, c'est pour le pitch d'entrée, qui fait voir aussi notre impact international. On n'est pas que dans la Silicon Valley. Et effectivement, par rapport à ces sujets, c'est complètement le cœur de nos préoccupations. Nous, aujourd'hui, on est convaincus que là où on aura le plus d'impact, c'est de bosser avec ces boîtes. Donc, on bosse avec OpenAI et Google. On n'est pas en courant de tous leurs secrets, évidemment, mais on les aide à répondre à leurs questions pour prendre des bonnes décisions, ou en tout cas des meilleures décisions sur leurs produits. D'accord, notamment sur la conception des produits, parce que souvent, ce que vous dites, et je participe à pas mal de vos réflexions, c'est que les ingénieurs, quand ils conçoivent ces produits, ont pas du tout en tête les particularités, notamment chez les jeunes utilisateurs, et justement le développement du cerveau, tout un tas de choses comme ça, ça leur échappe complètement, ce truc-là. Je suis ravie que tu dises ça sur ton podcast, qu'il y a énormément de startups qui t'écoutent, donc je sais quel impact ça peut avoir. Donc s'il vous plaît, si vous faites de l'IA qui va interagir avec des humains, surtout dans le Gen AI, mais encore plus si c'est avec des enfants, il y a des questions qu'il faut se poser. Et donc on peut vous contacter chez Everyone.ai et vous dire bah voilà, je suis en train de concevoir un truc là, j'aimerais votre avis sur mon design. C'est comme ça que vous travaillez? Alors j'avais pas prévu ce call to action, mais merci Carlos quoi. En fait, on cherche des investisseurs ou des startup studios qui voudraient nous aider à scaler ça, parce qu'on a plein de startups qui nous contactent. On est hyper sympa et on veut les aider, et à la fois faire des calls d'une demi-heure pro bono, on peut pas faire ça toute la journée quoi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a plein de startups qui nous contactent, ils nous voient à la télé ou ils nous voient dans les journaux, ils disent mais je suis tellement d'accord avec vous, je veux faire de l'IA bénéfique pour les enfants, moi aussi ça me motive, et je mets ChatGPT dans un ourson en peluche pour les 0-5 ans. Et t'es là. Bah, peut-être notre pitch à la télé, il n'était pas si bon que ça, parce que je suis pas tout à fait sûre qu'on soit vraiment aligné. Et vraiment, on a des startups qui nous appellent pour vous, les c'est endorser. à bannir. Là, ChatGPT dans un ourson pour des enfants de 0 à 5 ans, ça, c'est à bannir complètement. Ah bah là, oui. Alors, pour plein de raisons. Déjà, privacy, sécurité des données. Et c'est quoi la privacy d'un gamin de 0 à 5 ans, à part bleu, machin, je vois pas. Et bah, imagine quand il sera CEO d'une boîte qu'on lui ressorte les données qu'il a sorties à 5 ans, tu vois. En fait, ça dépend comment utiliser l'ourson. Si l'ourson a pour but de raison médicale d'accompagner un enfant parce que il est très sensible il a des problèmes de santé importants, why not? Mais là tout de suite, un ourson qui va chanter des berceuses la nuit pour endormir et avoir la petite vibration qui plaît à l'enfant pour que le parent évite de se lever. T'as déjà entendu Mathilde, il y a tout un problème d'hormones là-dedans, c'est-à-dire que l'attachement se crée pendant les jeunes années, notamment dès zéro, dès la naissance. Et en fait, si on n'a pas ce temps parent-enfant où en fait t'échanges ton ocytocine, après quand t'es ado, ça va être beaucoup plus difficile si t'es pas attaché à ton enfant et que ton enfant n'est pas attaché à toi. Ça va être beaucoup plus difficile d'aller à travers différentes. Ouais, tu cites Mathilde Serioli, qui est une neuroscientist qui fait partie de votre équipe et qu'on avait reçu effectivement dans Silicon Carnet. C'est quoi l'AI aujourd'hui? C'est quoi? C'est un nouveau substitut pour les parents. On se rappelle, ils ont filé des tablettes. Moi, je suis toujours halluciné quand je vois des parents avec leurs enfants au restaurant, par exemple, filer une tablette aux gamins pour qu'ils leur foutent la paix pendant qu'ils mangent. On est dans cette même veine, on continue comme ça à utiliser la technologie pour finalement sous-traiter son rôle de parent, c'est ça, Valorant? Je sais pas, toi, on t'a filé des tablettes? T'as l'air d'être un mec à qui on n'a pas filé beaucoup de tablettes, toi, peut-être. Non, pour le coup, pas trop. Moi, mes parents ont été très, on va dire, justes. On a eu les choses à la bonne période, je pense, mais aussi parce que nous, on était à une époque où moi, Facebook est arrivé massivement en France au moment où moi j'arrive au collège. Ce qui pour moi est le moment où tu commences à sociabiliser réellement, et donc c'est moins grave de l'avoir à ce moment-là, même s'il y a d'autres sujets, le harcèlement scolaire par exemple et tout. Mais c'est surtout que moi, ce qui me fait très très peur avec ça, c'est que on mélange deux choses en fait. On mélange l'éducation, l'attachement, la parentalité, qui est un savoir-faire entre guillemets millénaire, et on y branche des technologies dont on n'a absolument aucun recul.
Et autant, moi, je suis très pro-technologie et a fortiori encore plus quand c'est sur des métiers pénibles ou quand c'est pour se faciliter la vie. Enfin, on tourne cette émission grâce à de la technologie qui existait à peine il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Donc, évidemment que j'y suis favorable. En revanche, quand l'enfant a moins de 10 ans et je dirais même moins de 13-15 ans, c'est très risqué, quoi. C'est très dangereux. Et je pense qu'en fait, le problème, c'est dans le mot technologie, on met tout au même niveau. Moi, ce qui me fait le plus peur avec les chatbots, LLM, IA générative, c'est l'ami imaginaire. Un enfant a un ami imaginaire, ou en tout cas, plein d'enfants ont des amis imaginaires. Si cet ami imaginaire-là, ça devient la technologie, que ça lui répond en personnalisant, c'est impossible pour lui de se faire des amis parce que personne ne sera au niveau de son chatbot en termes de sympathie. Et en même temps, normal, son chatbot, c'est son serviteur, quoi. Ne serait-ce que de disponibilité, par exemple. Déjà, un doudou, c'est pas mal. Ouais. Ça peut prendre de la place et ça s'implique beaucoup. En tout cas, moi, ça me fait très peur là-dessus, moi. Et en fait, il faut comprendre que l'enfant, il passe des fenêtres de développement. Donc, en fait, il y a des fenêtres dans lesquelles on acquiert des compétences très vite. Moi, quand je parle en anglais, j'ai un accent pourri. Pourquoi ? Parce que j'ai raté la fenêtre de développement où t'apprends une langue de manière efficace. Ouais, en fait, cette fenêtre, tu sais, l'accent, c'est avant 7 ans, hein, parce que c'est une question de larynx, hein. Donc, moi, mes enfants, hein. Ils ont appris avant 7 ans, l'accent, c'est pas un problème, ils se moquent de moi. Ouais. Mais en fait, ce qui est important, c'est que, tu vois, l'empathie, le fait de take turn, de prendre la parole, d'écouter l'autre, enfin voilà, gérer la frustration dans la relation humaine, c'est des choses qui s'acquièrent très jeune, en fait, tu vois. Donc, un enfant de 5-6 ans qui, son meilleur ami, ça va être un IA qui est dispo 24 heures sur 24, qui est toujours d'accord avec lui, qui lui dit que c'est la personne la meilleure sur Terre. Mais après, aussi un adolescent, hein. Si sa première relation amoureuse / sexuelle, c'est avec une IA, il va peut-être être déçu par rapport à la vraie vie entre humains où en fait, t'es pas le centre du monde, quoi. Ouais, on est en plein dedans. Ça va arriver. En plus, c'est vraiment, enfin, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que on est absolument certain que ça va arriver. On voit déjà les dommages sur les adultes. Il y avait eu ce cas très connu du chercheur belge qui s'était suicidé après être tombé amoureux de son propre chatbot. C'est des cas très concrets. Donc, si jamais un adulte accompli avec un vrai métier, des vraies occupations, vrille là-dedans, mais alors comment on peut imaginer qu'un enfant de 12-13 ans en pleine puberté qui a pas forcément une sociabilité facile ne tombe pas dedans? Fanny, j'avais une question. Toi qui es une grosse nerd, qui est plein de technologies autour de toi et t'as des enfants, comment t'as géré cette relation entre la technologie, les robots? Je sais pas combien t'as de robots chez toi. Mais j'ai plein d'histoires et d'anecdotes comme ça. J'ai une centaine de robots, dont des Aibo. Donc j'ai été convoquée à l'école parce que mon fils était mythomane parce qu'il avait un chien qui parlait anglais. Donc j'ai dû aller avec les Aibo et français et anglais faire une démo et montrer que mon fils n'était pas mytho. Donc il est passé de mytho à Dieu. À l'adolescence, je me suis fait convoquer par le prof de maths parce que c'est vous la maman qui testez les jeux vidéo à Game One. Ben ouais, c'est moi. Ça va être compliqué. Alors la scolarité de vos gamins, on en reparle en fin d'année. Ils m'ont dit comment il fait pour être premier de la classe, etc. Et je dis il y a en effet, moi j'étais très sur le sujet psychologie, comment ça marche, les fenêtres de tir. Et donc je me souviens que je m'engueulais avec des mamans parce qu'elles me disaient oui, vos fils ils jouent à Pokémon, moi ils jouent le week-end à Call of Duty avec leur papa. Et je leur disais mais à 9 ans c'est pas normal, pas avant 15 ans Call of Duty. Et elle me disait mais si, ils jouent avec leur père donc ça va. Et je disais ils regardent pas des pornos avec leur père, j'espère. Tu vois ce qu'elle fait là? Elle te regarde droit dans les yeux et on croirait qu'elle dit « Je te plais, mon grand? Hein, ça va, mon canard? Tu vois ?» Ouais. Et elle le prenait très mal. Et parce que, en effet, on se rend compte que les parents ne sont pas acculturés à ces fenêtres de tir. Et il y a un vrai sujet, on en a déjà parlé dans une autre émission, c'est une démission parentale de avoir la paix. Donc, je les mets devant des écrans et je les laisse avec un truc qui les occupe et ils pleurent pas pendant ce temps-là. Que nos gamins savent plus s'ennuyer. Moi, j'ai découvert à 6 ans que mon fils, un jour, tout d'un coup, parce qu'il était malade en voiture, il pouvait pas être sur son écran et il me dit « J'ai une voix qui me parle dans ma tête ». Et c'est là où je me suis dit, attention, il faut qu'il réapprenne à avoir de l'imagination, à se parler lui-même, à se raconter des histoires, parce qu'il est le petit raté cette fenêtre de tir-là. Et donc, comment, en tant que parent, j'ai géré ça?
il y avait des temps pour tester et apprendre parce que je voulais qu'ils soient dans leur temps, qu'ils aient accès à ces technos. J'entendais certains parents bobos qui disaient non, moi c'est que des bouquins, ils toucheront pas à la technologie avant 20 ans. Certains journalistes, et j'avais des gros sujets là-dessus. Moi je voulais pas, j'avais envie, j'étais ravie qu'il y ait cette technologie, mais c'était comment on l'utilise bien. Et par exemple, il y avait un truc, c'est à 18h, t'avais la fenêtre de désarmement massif, j'ai appelé ça la tablette, c'était tous les téléphones, les tablettes, les jeux vidéo, tout était dans une caisse dans le salon, loin de la chambre, il n'y avait pas d'écran dans la chambre. C'était Lego, livres, raconter des histoires, discuter entre nous, mais c'était interdiction. Et c'était à 20h au lit pour qu'ils aient suffisamment d'heures de sommeil, parce que ça aussi, on n'en parle pas assez. Je connais beaucoup de parents qui couchent leurs enfants tard parce que ils les ont pas vus à cause du boulot, mais du coup les gamins dorment pas assez, et ça c'est un vrai sujet aussi. Donc voilà, c'est comment on rééduque les parents, comment on leur donne les bonnes façons de fonctionner, mais c'est pas parce qu'il y a plein de technologies, plein de jeux vidéo qui peuvent être mal éduqués, mais il faut comprendre comment ça se passe dans la tête d'un enfant. Un ado sur 8 aux États-Unis utilise déjà des chatbots pour gérer leur santé mentale. Character AI, qui a carrément banni les mineurs cette année, là, il y a quelques semaines, c'était en novembre 2025, après avoir subi plusieurs procès, notamment des procès pour suicide, chez Character AI. Toi, Anne-Sophie, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Parce qu'il semblerait aussi qu'on commence à nous dire, c'est marrant, est-ce qu'on est en train de décaler le truc, que le problème finalement, c'est pas forcément les écrans, mais c'est vraiment la Gen AI, et notamment ces chatbots, etc., etc. J'ai commencé à voir des études qui disent non, mais le fait que les gamins soient sur les écrans, comme dit Fanny, la technologie, c'est pas forcément ça. Là, il y a autre chose que de la technologie. Il y a une parole, il y a un échange. C'est pas simplement one way, quoi. C'est pas mettre quelqu'un devant YouTube, mais c'est vraiment un échange entre la technologie et l'utilisateur. Il y a énormément de choses dans ce que tu dis. En fait, le digital, donc les écrans notamment, ont déjà prouvé par des études de causalité des effets dans la vie réelle. Donc, sur le sommeil, sur la sédentarité, sur la vue. Il y a une énorme épidémie, par exemple, de myopie en Asie. C'est hyper grave à cause des écrans. Donc ça, c'est les effets de causalité. Après, il y a d'autres études qui montrent aussi que quand tu manques du sommeil, t'as des problèmes tu peux avoir plus facilement des problèmes de santé mentale. C'est ce que disait Fanny, ouais. On peut pas dire que les réseaux sociaux égale problème de santé mentale, sauf qu'en fait, on peut dire réseaux sociaux égale pas assez de sommeil égale problème de santé mentale. Donc, puis après, quels que soient les débats, causalité ou corrélation, qui est quand même le gros dada des scientifiques dans ce domaine, ce qui est important de se dire, c'est est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que ces outils sont développés dans le meilleur intérêt des enfants? Est-ce que c'est vraiment développé pour leurs bénéfices, pour prendre en compte qui sont, pour les accompagner dans leur développement? Vous pensez que non? Absolument pas, non. Mais alors là, il y a un consensus global sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas créés pour l'utilisateur, pour le bénéfice des utilisateurs. C'est sûr. Les Chinois qui développent TikTok déjà proposent pas le même contenu dans leur propre pays que chez les autres, si tu veux. Donc déjà, c'est qu'il y a un biais qui est énorme quand même. Il faut pas, et donc se créer ce besoin d'aller cliquer, etc. pour avoir ces fameuses hormones, ce pic d'hormones de contentement. C'est terrible pour les gamins. Je pense que je mettrais quand même une différence entre les réseaux sociaux et la Gen AI sur la surpersonnalisation. Enfin, vraiment, je reviens sur la question de l'ami virtuel ou l'ami imaginaire. Ouais. D'ailleurs, moi, je ne pense pas ça uniquement pour les enfants. Je pense pour tout le monde. Le fait de déléguer sa santé mentale et sa psychanalyse à une IA, moi, je trouve que c'est ultra dangereux. Mais au sens presque anthropologique, quoi. Je monte sur mes grands chevaux, mais... T'as déjà fait le test? J'ai fait le test pendant une semaine parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, donc j'ai fait le test de manière test. Moi aussi. Ouais. Et c'est tellement génial que ça en est flippant. Ouais. Et en fait, je dirais, c'est tellement génial que ça en est tellement dangereux. Parce que du coup, je voyais bien que j'étais en train de déléguer ou de pondérer des décisions de vie perso qui étaient pas très importantes, parce que ça a duré une semaine, mais qui étaient des vraies décisions, tu vois. Et je me rendais compte que je n'avais plus, j'étais l'esclave de mes propres décisions, en fait, parce que j'avais une intelligence artificielle qui disait ce que je devais faire à ma place, pensant mieux me connaître que moi. Et moi, ça me fait très peur, et ça me fait en fait très peur sur une seule grande idée que je défendrais, qui est le fait que les IA sont faites pour nous contenter. Elles ne sont pas faites pour nous aider. Et je pense que c'est
hyper important de faire la distinction. Pour nous aider, ça serait par exemple, j'ai n'importe quoi, je bouffe de la merde, mon IA me dit bouffe sainement et fais du sport. Si jamais mon IA est là pour me contenter, elle me dit non, mais tu sais, c'est pas si grave, t'as le droit à une pause aujourd'hui. Enfin, et en fait, ces genres de trucs-là, c'est hyper pernicieux. En fait, c'est plus le diable sur notre épaule que l'ange. C'est un terme, hein. Ça s'appelle la sycophancy. Tu vois, le fait qu'il soit toujours d'accord avec toi, qu'il aille toujours dans ton sens. En fait, faut se dire qu'avant, avec les réseaux sociaux, on était dans des chambres d'écho avec nos potes et toi, notre communauté, on était tous d'accord entre nous et on arrive à se convaincre entre nous. Là, le risque est un step au-dessus, quoi. Là, on va être tout seul. Et on va être d'accord avec nous tout seul. En fait, il y a 2 risques majeurs, et je suis complètement d'accord avec toi, Valran. L'attachement émotionnel, c'est hyper grave. Si les humains oublient un peu la frustration de ce que c'est que parler avec un autre humain, on a le droit de pas être d'accord, il faut se socialiser. En fait, il faut se poser des questions sur la société. Après, clairement, sur les enfants, ils sont dans des phases où ils sont censés apprendre ces compétences-là. Donc, s'ils n'apprennent pas ces compétences-là, les conséquences sont beaucoup, beaucoup plus graves. Et il y a quand même un deuxième point qui est important, donc l'attachement émotionnel, clairement, mais aussi le cognitive offload, le fait de se décharger, de vider sa brouette de malheur. Pas que ça, non, même le fait qu'en fait, on ne sait plus réfléchir, quoi. C'est un enfant. C'est le déclin cognitif, c'est tu baisses en qualité de raisonnement parce que tu laisses quelqu'un réfléchir à ta place. Donc le fait que des adultes peuvent perdre cette compétence-là de réflexion, d'analyse, c'est une chose, mais le fait que aujourd'hui tous les étudiants dans les universités ne savent plus faire une dissertation, alors que en fait ils ont ChatGPT depuis pas si longtemps. Hein. Mais quand on parle avec les professeurs d'université, c'est catastrophique. Les étudiants ne savent plus faire une dissertation tout seuls. Et en fait, donc ça ouvre la porte de l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation, le système éducatif doit se réinventer de manière urgente. En fait, on était très focus sur le résultat. Oui, quand tu sais produire un résultat, ça veut dire que t'as réussi à réfléchir. Maintenant, il va falloir qu'on se concentre sur le processus, parce que la dissertation en elle n'a pas d'intérêt tant que ça. Mais bien sûr, c'est ce que j'allais te dire, c'est que oui, et puis il faut faire attention dans ce discours-là, parce que effectivement, n'importe qui avec l'intelligence artificielle et la Gen AI peut faire une dissertation, mais elle sera mauvaise. C'est-à-dire que, en fait, le problème, il est plus c'est les bons qui vont devenir encore meilleurs, mais les mauvais vont être capables de faire une dissertation, mais leur dissertation sera mauvaise. Je parlais avec ma nièce à Paris, qui me disait, il y a un gamin qui a copié-collé sa disserte et il a même mis à la fin. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à me le demander. Et la prof lui a dit, non mais attends, tu te fous de ma gueule, t'as même copié la phrase à la fin, t'es con, quoi. Quand on est con, on est con. Et il y a une forme de darwinisme quand même dans le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? 56% en France des élèves de 2025 ont un niveau inférieur à 10% des moins bons élèves de 1987. C'est un chiffre qui est tombé cette semaine. Moi, ça m'a effarée. Et pour l'instant, on a parlé du rôle des parents, et je suis d'accord, les parents doivent reprendre le contrôle. Après, faut vraiment pas que ça soit que sur les épaules des parents. C'est pas juste. Tout le monde ne peut pas être aussi éduqué. Moi, j'adore les exemples que tu donnes, Fanny. Tu es la preuve, par l'exemple, qu'il y a des super utilisations, des jeux vidéo, de la technologie, il y a des super utilisations. Moi, j'aurais adoré avoir Fanny comme maman, hein, moi. Mais moi, mes fils m'en veulent. Ils t'en veulent? Pourquoi? Mais parce que j'ai été trop stricte pour eux. Il y avait tout, mais j'étais trop stricte. Mais bon, ils ont réussi, comme je leur dis, maintenant vous avez un salaire. Il faut pas que tout soit sur les épaules des parents. Je pense que quand même, on peut pas finir ce podcast sans dire ça. Tout le monde n'est pas là. Ouais, mais moi, j'ai pas très envie, Anne-Sophie, que ce soit sur l'épaule du gouvernement et que le gouvernement m'impose des règles, quoi. Tu vois, moi, j'ai envie de garder mon rôle de parent, quoi. C'est gentil, ils sont gentils, le gouvernement, quoi, en fait, mais c'est pas au gouvernement de décider comment est-ce que je dois éduquer mes enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils doivent pas faire. On n'est pas en Chine. Merci, quoi, en fait. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça serait l'un ou l'autre. En fait, c'est tout. Et après, ça peut pas être que sur les épaules des parents. Il y a aussi des parents qui ont 3 jobs par jour et qui ont pas du tout la capacité de s'occuper de leurs enfants. Et bah oui, YouTube, attends, arrête, Anne-Sophie, moi, mes parents, ils bossaient comme des tarés. Je les voyais le soir, quoi. J'étais livré à moi-même à partir de la sortie de l'école. Ça n'a pas fait de moi un taré mental. Simplement, je savais, parce que mes parents avaient une forme d'éducation avec moi, que si je me mettais à faire des conneries, quoi, j'allais devoir en subir les conséquences et qu'il allait falloir que je m'en explique, quoi. Alors, donc et j'avais pas besoin de mes parents, à mes côtés en permanence à chaque fois que je touchais à quelque chose. Donc il y a aussi ce que je veux dire par là, c'est que si on remet le rôle sur l'État, c'est aussi une façon de déresponsabiliser les parents. C'est-à-dire que là, les parents vont te dire ah oui, mais c'est pas de ma faute. Regarde, l'éducation n'a rien fait, l'État ne fait rien. Mais non, c'est à toi de faire quelque chose. Pourquoi? Je pense que c'est multi-acteur, quoi.
Je vois vraiment pas pourquoi ce serait que les parents ou que l'État. Bah, il faut pas faire de gamin. Il faut pas faire de gamin. Si tu veux pas t'en occuper, tu fais pas de gamin. Tu prends un chien, et même un chien, il faut s'en occuper. Je sais pas, moi, tu parles avec ChatGPT, et puis voilà, quoi. Tu es responsable de rien. Non, justement pas. Non, mais là où je suis d'accord avec Carlos, c'est, sans faire de mon cas une généralité, mais moi, je suis un enfant de parents divorcés et d'une mère qui bossait énormément. Et le fait d'avoir été justement responsabilisé, alors il y avait un cadre, il y avait le cadre de l'école, il y avait le cadre de ma mère qui quand même suivait de près, et de mon père qui suivait quand même de près ce qu'on faisait et tout. Mais c'est juste pour dire que si jamais on met la responsabilité sur les parents, tout ce que fera le gouvernement ou l'éducation nationale, ça rajoutera en plus. Mais à la base, c'est quand même le rôle des parents parce que sinon l'autre dérive, c'est que du coup l'État doit s'occuper de chacun des enfants. Et autant que l'État s'occupe des orphelins, c'est normal et c'est souhaitable, que l'État s'occupe d'enfants qui ont des parents, je trouve ça spécial. Enfin, en tout cas, moi, c'est un modèle de société que je trouve. Moi, mes gamins, c'est pas des pupilles de la nation. Je demande pas à la nation de s'occuper de mes gamins. Je veux d'abord m'en occuper dans un cadre qui soit conforme et dans une sécurité que garantit. Oui, mais bon, t'as des histoires de vie société. qui sont des fois compliquées, mais il faut les deux. C'est important Et que les il faut les parents trois. soient responsables et la Non, mais patience. j'ai pas envie, et ce que j'ai pas s'engagent. envie dans ce que je vous entends, parce que je viens de ce milieu-là, c'est d'expliquer qu'il y ait des gens qui sont un petit peu font partie des classes sociales les plus basses et qui seraient moins à même de s'occuper de leurs gamins. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Attends, il y a des chiffres quand même, Carlos. Les personnes de milieux défavorisés sont les enfants qui ont les utilisations des écrans les plus problématiques. Okay. Parce que pour de vrai, dans les milieux privilégiés, en fait, ils font du Duolingo. Enfin, ils font plus du Duolingo. Ils jouent aux jeux vidéo avec leurs parents. Et ils prennent de la cocaïne. C'est quand même beaucoup moins dangereux. On parle pas de au lieu de fumer un joint. Mais c'est beaucoup moins dangereux. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment aller vers un multi-acteur. C'est pas que les parents, c'est pas le gouvernement. Mais attends, parlons des entreprises. C'est quand même à eux, first, en premier, de sortir des produits qui sont pas dangereux, qui devraient pas avoir un problème de suicide. Et on parle de suicide. Je suis entièrement d'accord. Nous, il y a 2 ans, quand on disait attention, l'IA et les enfants, ça va être un problème, personne ne voyait de quoi on parlait. Bon, voilà, 10 suicides plus tard, super. Maintenant, tout le monde nous appelle pour dire au fait, vous dites quoi? On bossait même avec la Commission européenne pendant le AI EU Act. Ils disaient nous, on a besoin de cas concrets. Vraiment, on a besoin d'avoir des lawsuits, d'avoir des éléments en justice, des procès. Merci. On a besoin d'avoir des procès pour pouvoir faire un cas sur la régulation. C'est exactement tout ce qu'il faut pas faire en fait. Parce que si tu laisses les entreprises investir des milliards en marketing, mais aussi en R&D, et que on le sait bien, on est dans la Silicon Valley, ils veulent tous aller les plus vite les uns que les autres, et qu'après tu essayes de les réguler parce qu'il y a des victimes et des blessures, on marche sur la tête en fait. Il faut pas laisser même les startups investir des millions dans des produits qui sont pas bons, parce qu'après on a des lobbyistes face à nous. Là aujourd'hui, les gouvernements ils disent c'est quand même pas facile de réguler les réseaux sociaux. Les gouvernements. L'Australie devient le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. C'est un moment historique, apparemment. Pour moi, je considère que c'est un moment historique, mais pas forcément une bonne nouvelle parce que c'est la fin de l'anonymat et de l'autonomie numérique justement pour toute une génération. Dans les faits, on a déjà des millions d'ados qui se sont déjà fait éjecter de TikTok, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Twitch et toute la ménagerie numérique qu'on connaît. Et les plateformes qui traîneraient des pieds, l'addition risque d'être salée puisque c'est une amende de 32 millions de dollars. Donc tout le monde essaye de dire que oui, ils vont faire quelque chose parce que effectivement ils ont peur de l'amende. Alors tout le monde applaudit. On a l'impression que là tout le monde applaudit, mais sauf que dans la réalité, on le sait très bien, ça va pas tenir une seule seconde. Il y a déjà des hacks de partout. Ils utilisent d'ailleurs l'intelligence artificielle à GenAI pour générer des photos d'adultes par IA pour tromper la reconnaissance faciale. Les gamins, ils sont loin d'être des cons, hein. Ils savent comment faire. Ils ont déjà des fausses cartes d'identité. Moi, ma fille ici aux États-Unis, en Californie, à 19 ans, elle allait en boîte, hein, et elle avait déjà une fausse carte d'identité pour pouvoir rentrer en boîte. C'est la même chose. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je parle même pas des VPN qui sont en train de faire une thune pas possible parce que il suffit d'utiliser un VPN pour passer une grande partie de ces barrières qui ont été mises en place. Donc, est-ce que tout ça, il n'y a pas une énorme hypocrisie? On est en train d'expliquer et que justement, voilà, la dérive, c'est on dit l'État fait quelque chose, ça y est, mais en fait, il est déjà behind the curve et que c'est surtout les parents qui font rien. Et alors, on voit que le Danemark, la Norvège est en train d'emboîter le pas.
Et puis on sent bien que Emmanuel Macron, il a envie exactement de faire la même chose. Est-ce que ça risque d'arriver en France, ça aussi? On va dire aux ados, non, c'est fini TikTok? J'espère. Franchement, moi j'applaudis des deux mains cette décision. Pour avoir discuté quelques déjeuners chez Meta, faut savoir que ça les embête vraiment. Mais vous foutez les boules, hein. Vous êtes des dictateurs, quoi, en fait. Mais pas du tout. Attends, il y a plein de choses qu'il faut avoir dans cette discussion. Ça fait vraiment bouger les boîtes. J'ai eu un déjeuner chez Meta il y a 6 mois, pas longtemps après le fait que ça devenait un sujet. Ça fait vraiment réfléchir dans les boîtes parce qu'ils peuvent pas se permettre de perdre tous les pays d'un coup. Donc en fait, ils vont enfin essayer d'avoir une utilisation et des cas d'usage plus safe, plus sécurisés pour leurs enfants. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a aussi par rapport à l'âge, ils vont pas juste se limiter à la déclaration d'âge, il y a aussi une prédiction de l'âge. En fait, en fonction de comment tu parles, et notamment il y a OpenAI qui bosse là-dessus. Tu te rends compte du contrôle, ça veut dire prédiction de l'âge, ça veut dire de analyser toutes nos conversations. Alors moi je suis pas d'accord. Sous prétexte. Ils le font déjà, Carlos. Ils savent exactement. Ils savent tout. Non mais ils savent des choses bien plus graves que ça. Ça vous dérange pas. Non mais en fait ils savent des trucs bien plus importants sur leurs utilisateurs. L'âge, le genre et où t'habites, c'est de la data qui est hyper limitée. Alors que là ils savent quelles sont tes motivations, quels sont tes freins personnels, tes peurs. Demande à ChatGPT si tu l'utilises couramment, pose-lui ces questions. Quel est le type de learner que tu es? Tu verras qu'il sait exactement comment te manipuler. Et pose-lui ces questions, c'est vraiment impressionnant. Mais donc la prédiction de l'âge, c'est bien. En fait, si on prend juste un step back, est-ce que ça vous choque aujourd'hui qu'un mineur n'ait pas le droit d'acheter des cigarettes? C'est une vraie question. Ça a été. Mais je comprends. Je comprends complètement où tu veux en venir, Anne-Sophie. Ouais, on pouvait avant. Là où je ferai une distinction, c'est aussi parce que je pense que c'est un truc que personne n'en parle, alors que pour moi c'est le sujet central. C'est qu'en fait les réseaux sociaux sont devenus des médias sociaux. La différence entre les deux, c'est qu'un réseau social a un fonctionnement de pair à pair. Je vais sur Facebook et en fait je suis ami avec Carlos, Seb, Anne-Sophie, Fanny et tout. Et les médias sociaux, je vais sur TikTok et je consomme du contenu. Moi c'est essentiellement du foot, mais en gros c'est ça le truc. Et je pense que c'est cette distinction-là qui fait que on ne comprend pas ce qui est en train de se passer pour la génération du dessous, c'est parce que nous, on a grandi dans des réseaux sociaux. Là où eux grandissent dans des médias sociaux. Et pour le coup, un média social, pour un jeune qui veut se divertir, c'est sûr que ça l'abrutit et ça va générer tout le côté brain rot dont on parle beaucoup en ce moment. Mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de contrer cette question de limite d'âge? Parce que je suis d'accord que ça se contourne, c'est pas simple, ça pose d'autres questions qui sont aussi un peu dangereuses, tu vois, là-dessus, sur la modération des réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, en fait, de créer un système où, en fait, on bloque le contenu de gens que tu ne suis pas, par exemple, pour les moins de tel âge? Du coup, en fait, en ne coupant pas à zéro, tu permets, et comme tu permets, tu ne vas pas dans la dissidence. Je prends un exemple tout con sur Instagram, mais est-ce qu'on pourrait faire un truc où Instagram, tu ne peux suivre que, en gros, des gens qui ont des comptes privés? Enfin, tu te mets dans un système un peu de bulle fermée, quoi. Tu vois, une espèce de Instagram Kids. Et ça, pour le coup, je pense que ça pourrait être une vraie alternative. C'est juste que j'ai toujours un peu du mal avec les alternatives de on supprime, on ferme, on interdit, parce qu'en fait, ça ne tient jamais. D'un gouvernement à l'autre, ça saute. Il y a des manières de contourner. Et en plus de ça, ça pose d'autres questions de protection des données où on se rappelle que quand même, à la fin, c'est quand même les Américains qui gagnent dans ce genre de jeu. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'on n'a pas trouvé le bouc émissaire parfait pour ne pas régler le véritable problème, qui est un problème de santé mentale, qui est réel dans nos sociétés. Il y a une étude du Pew Research de décembre 2025, donc elle est très actuelle, qui révèle effectivement que 67% des ados américains ont utilisé un chatbot IA au moins une fois, et 30% l'utilisent quotidiennement. Il y a une autre étude du Brown University et de Harvard qui montre que un ado sur 8, c'est-à-dire 12,5%, utilise des chatbots pour des conseils de santé mentale. Ça montre bien qu'il y a un véritable besoin. Ça montre bien que là, nos ados sont face à des difficultés et qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. C'est ça le véritable problème. Mais c'est ça ce que ça montre. Chez les 18-21 ans, c'est 1 sur 5. Les 2/3 utilisent l'IA au moins une fois par mois pour des questions de santé mentale et plus de 93% trouvent les conseils utiles. Ça veut dire que ils trouvent plus de conseils auprès de ChatGPT que auprès de leurs proches. Donc le problème, il est bien les proches. Mais c'est l'œuf ou la poule, Carlos. Il y a 20 ans, tu avais beaucoup moins de problèmes. Ouais. Tu avais beaucoup moins de problèmes. Tu penses ça?
C'était, je sais pas, en tout cas, c'était moins dangereux. Moi, je me méfie toujours de ça. T'avais moins de harcèlement, t'avais moins de problèmes sur l'anorexie, t'avais moins de C'était peut-être moins médiatisé, Sébastien. C'était peut-être moins médiatisé et visible. Je pense que ça. Les algorithmes ont changé, hein. Dans les algorithmes, ils ont rien à voir aujourd'hui, hein. Il y a des tests qui sont faits, notamment sur les teen accounts de Instagram qui, en fait, ne font rien de ce qu'ils promettent de faire. Ou, en fait, au bout de 8 minutes, quand tu dis que t'es une fille, que t'as 13 ans et que t'as liké rien du tout, on t'envoie des problèmes, des vidéos sur l'anorexie, sur comment manger moins. C'est clairement une drogue douce. Je pense que le parallèle avec le tabac, voire avec autre chose. Enfin, tu parlais de l'Australie, c'est un bon exemple parce qu'ils ont été très très durs sur le tabac. Peut-être que 16 ans, c'est un peu tard. Mais tu vois, aller à 15, comme le veut une Clara Chapa, etc. Moi, ça me choque pas du tout. Franchement, je suis à l'aise avec ça. Bon, alors c'est vrai que même les chiffres de OpenAI vous donnent raison. Il y a une étude là qui date de octobre 2025. Chaque semaine, 560 000 utilisateurs montrent des signes de psychose. 1,2 million a un attachement émotionnel potentiellement malsain à ChatGPT. Et c'est les chiffres de OpenAI, hein. Et 1,2 million expriment des intentions suicidaires. Et donc, OpenAI dit qu'il a modifié son modèle pour réduire les réponses problématiques, mais que effectivement, il reste du chemin. Et puis, on l'a bien vu, OpenAI, ils cherchent un maximum d'engagement, donc ils sont un petit peu pris en étau là. Ils savent pas entre sécurité et développement de la boîte et des usages de ChatGPT. Non, mais je suis d'accord, mais c'est simplement que je trouve que c'est facile de trouver un bouc émissaire et que je suis pas certain qu'on règle le véritable problème, qui est un problème beaucoup plus de société que de technologie. C'est juste que... Mais moi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est un problème de société. Et puis, il n'y a pas un problème, une solution, il y a plusieurs problèmes et il faut l'attaquer par plusieurs approches, quoi. Les entreprises doivent faire des meilleurs produits. Il faut que les utilisateurs leur réclament des meilleurs produits. Il faut que les gouvernements leur imposent de faire des meilleurs produits. Bon, on n'a pas fini de parler de ce sujet-là et on y reviendra régulièrement dans Silicon Carnet. En tout cas, moi, je suis un grand fan de ce que vous faites chez Everyone.ai, même si je suis le premier à vous challenger, parce que ce que je veux, c'est que vous réussissiez dans votre tâche. J'ai une confiance, pour ma part, très modérée du côté du gouvernement pour régler le problème. Moi, je sais que vous travaillez main dans la main aussi avec les acteurs comme OpenAI et Google pour régler ça. Et je pense que la solution, elle vient certainement de là pour améliorer leurs produits et les produits qu'on met effectivement entre les mains des adolescents et des plus jeunes. Bon, voilà, c'est la fin de ce Silicon Carnet. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On continue la conversation dans les commentaires, hein. On lit tout ça. Anne-Sophie, tu viendras faire un tour dans les commentaires pour répondre. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions. Évidemment, avec plaisir. Bon, merci beaucoup. Voilà, Noël se prépare, préparez les fêtes. Encore un épisode de Silicon Carnet. Je vous donne rendez-vous samedi. Puis après, on fera une petite trêve. On passera à un épisode par semaine au lieu de 2. Et on se retrouve à la rentrée. Allez, hasta luego, amigos. Bye bye.